Léna est une maman comblée. Elle a 2 enfants, ce sont des jumeaux. Elle est heureuse. Malheureusement, un jour, elle doit subir une opération, pas n'importe laquelle. Et cette opération, malheureusement, tourne au drame. Erreur médicale. Je vous propose de découvrir l'enfer de sa vie actuellement. Je me prénomme Léna, j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants et 2 petites filles. Le 3 avril 2015, je devais subir une intervention d'un PTH complet de la hanche. Ça s'est mal passé, donc le chirurgien m'a mis une prothèse trop grande, il a touché le nerf fémoral, le muscle quadriceps et le fessier. Pourquoi n'a-t-il pas remplacé cette prothèse par une autre plus petite ? Le neurologue que j'ai vu 3-4 jours après l'intervention s'est rendu compte des problèmes. Il lui en a fait part et lui a dit que le neurologue se trompait sur toute la ligne. Mais moi, je ne savais pas ce qui s'était dit entre eux. Et je ne l'ai su que 7 mois et demi après l'intervention, ce qui était trop tard pour moi de me faire réopérer. Comment vit-on après ce genre d'erreur médicale ? Je m'excuse, mais voilà. Excuse-moi. Je me considère comme morte vivante. Excuse-moi. Ah, zut. Les erreurs médicales, pour moi, c'est terrible. Comment on vit après ce genre de traumatisme physique ? C'est plus une vie que nous avons. Moi, je me considère comme morte vivante. Malgré l'entourage ? Malgré l'entourage, mes enfants sont très proches, mais moi, je suis finie. J'ai une profonde tristesse au fond de moi que j'essaye de cacher, bien évidemment, mais je suis complètement éteinte. Et au niveau du mari ? Alors, je vivais en province du Luxembourg et j'étais mariée avec un homme. Ça faisait 5 mois que nous étions mariés. Et après, il y a eu l'opération et il ne m'a pas accepté. Il n'a pas accepté mon handicap et il m'a fait vivre l'enfer. Et j'ai dû le quitter. Et j'aimerais dire que quand il arrive quelque chose comme ça dans les couples, il y en a qui tiennent ensemble, mais que ça ne va plus entre eux. C'est très rare qu'un couple tient encore le coup après une erreur médicale. Moi, en tout cas, ça a fait exploser mon mariage. J'étais traiteur, j'organisais des mariages. J'adorais ça, j'étais émue à chaque mariage, parce qu'ils étaient tellement tous différents. Aujourd'hui, quand on me parle de mariage, j'ai un dégoût, quelque chose d'inimaginable. Je ne crois plus du tout en l'amour et que les deux puissent s'aimer profondément. C'est quelque chose qui est complètement sorti de moi. Oui, mais ça, c'est à cause du rejet du mari, Oui. pas à cause de l'amour. C'est avec le manque d'amour qu'il y a le rejet. Il y a le rejet. Non, je ne crois plus en l'amour. Plus du tout. Du tout, du tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai plein de choses dans ma vie qui sont devenues négatives. Et justement, comment on vit maintenant cet handicap au jour le jour ? Souffrance. Souffrance 24 heures sur 24. Il faut savoir que je dors plus que 2 à 4 heures par nuit. Et je ne vis que dans la douleur. Quel est le regard des autres sur vous ? Il a été très difficile pendant plus de 2 ans et demi. Je ne supportais pas le regard des gens. Aujourd'hui, c'est différent, mais il m'arrive encore à avoir du mal à supporter le regard des gens. Vous êtes venu vivre en Flandre parce qu'apparemment, ailleurs, c'était quasi impossible de trouver un logement ? Voilà, je suis francophone, donc évidemment, j'ai cherché un appartement sur Bruxelles. Mais il faut savoir qu'on ne loue pas une femme seule et encore moins une femme handicapée. Donc vous voulez dire qu'il y a une discrimination totale par rapport aux gens à mobilité réduite ? Tout à fait. En amitié, il y a des amis que j'ai plus jamais revus. Quand ils ont su que j'étais handicapée, je les ai plus jamais revus. Et en fait, les gens se sentent toujours obligés de dire « Ah mais on va venir te chercher, on va t'inviter, on va sortir avec toi ». Et en fait, je vois personne. Très rares sont les personnes qui viennent encore. Est-ce que c'est pas la peur d'affronter votre handicap qui ne savent pas comment réagir ? Ça, je peux le comprendre, tout à fait. Mais je ne demande rien. Non, mais peut-être que pour eux, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Je peux le comprendre, mais j'ai envie de leur dire que...
l'extérieur, ça a changé. Mais à l'intérieur, c'est toujours Léna. C'est sûr qu'elle n'a plus les éclats de rire qu'elle avait avant parce qu'elle ne peut plus. Mais voilà, c'est moi avec de la souffrance et un handicap. On ne voit plus la vie de la même façon. Donc, oui, voilà. Je dis toujours que je suis condamnée sans avoir commis de délit. Je suis enfermée toute la journée chez moi à la maison. J'attends que quelqu'un passe me voir, qu'on vienne me chercher. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont valides? Alors, moi je les appelle souvent les valides moralisateurs. J'ai envie de dire aux valides moralisateurs, ne me dites pas comment je dois vivre ma vie, surtout pas. Vous ne connaissez pas le handicap, c'est une horreur. On passe d'une vie blanche à une vie toute noire. Moi j'ai perdu ma liberté et ça c'est très 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 lourd à porter. J'ai énormément de mal de vivre avec mes souvenirs. J'ai énormément de mal par exemple à imaginer qu'un jour j'ai marché normalement. Est-ce qu'un jour vous pourriez remarcher normalement? Non. Pourquoi? Parce que j'ai fait toute la Belgique, je suis allée en Italie, j'ai vu un des plus grands professeurs de Paris et je suis condamnée. Donc, et avec le recul, moi je dis toujours aux gens, essayez de marcher une journée avec une chaussure 5 cm plus haute et vous verrez ce que vous prendrez. Moi ça fait 4 ans que je vis ça. Mon corps, mon squelette est tout désarticulé. Les organes commencent à être touchés, évidemment je ne bouge plus comme avant. Et la thrombose est arrivée, quoi. Et là j'ai du mal à m'en remettre. Je prends énormément de médicaments, oui. Mais j'ai une pension d'handicapé qui a fortement diminué, très très fortement diminué. Je suis payée par la mutuelle aussi. Mais bon, on fait attention, on serre. J'ai pas de voiture, je vais pas chez le coiffeur comme je le faisais à l'époque, toutes les semaines. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait plus du tout. Parce qu'on m'a suspecté aussi un AVC. Donc je suis souvent couchée, la jambe levée, parce que sinon elle ne tient pas, elle s'engourdit et je n'arrive plus à avancer. Je perds l'usage de mon bras droit aussi, donc c'est énormément de douleurs et de difficultés tous les jours. À partir du moment où on vous a volé votre vie, votre liberté, oui c'est très grave. Qu'est-ce que vous pourriez ou aimeriez envie de dire au médecin s'il était en face de vous? S'il était en face de moi, d'abord je dirais qu'il a brisé ma vie et je lui demanderais comment il arrive à vivre avec ça, à continuer une vie normale en sachant qu'il a brisé la mienne. Est-ce que ça a été considéré comme erreur médicale ou pas? Pas encore, hein, on est en attente. Ça aussi, dans les documents, c'est mis erreur médicale, mais voilà. Vous êtes en procès? Je suis en procès, oui. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans, ça a commencé un peu après l'intervention. Et je suis en attente. Il faut savoir que 2 mois après l'intervention, j'ai vu le chirurgien. Et je lui ai demandé de m'aider. Et il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, c'est la faute, t'as pas de chance. Voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous avez rencontré des politiciens pour leur expliquer ce genre de choses et voir comment le milieu politique peut trouver des solutions éventuelles, s'il y en a? J'ai pas rencontré directement des politiques, mais j'ai organisé une manifestation en 2017 avec l'ASBL Prémisse qui s'occupe des victimes d'erreurs médicales. Donc on a remis un courrier à Maggie de Bloch. Et voilà. Vous avez écrit un livre? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais envie de faire comprendre aux gens ma souffrance. Apparemment c'est bien passé puisque beaucoup ont ressenti ma souffrance. Mais ce n'est qu'une partie de ce que je vis. J'aimerais en écrire un autre et là expliquer vraiment exactement tout avec beaucoup plus de détails, ce qu'on subit et ce qu'on vit. Si je reviens quelques années en arrière, avec ce que vous savez maintenant, l'opération, vous l'auriez faite ou vous auriez continué à souffrir d'une autre façon? D'abord, je voulais me faire opérer à Bruxelles. Il y a un chirurgien en qui j'avais énormément confiance, qui m'avait opéré de l'épaule. Mais mon ex-mari des Ardennes ne voulait pas me conduire sur Bruxelles, puisque je vivais en province de Luxembourg, pour un tas d'excuses. Et j'ai été opérée à Eupen.
Et là, ça a été mon cauchemar. Je sais que si j'avais été opérée par le chirurgien de Bruxelles, tout ça ne serait pas arrivé. Et pourquoi le chirurgien de Bruxelles, vous n'avez pas été le voir après l'opération? J'ai été le voir, mais il m'a dit c'est trop tard, on ne peut plus rien pour vous. Combien de temps après c'est trop tard? En fait, le chirurgien qui m'a raté aurait dû me réopérer les 2, 3, 4 jours après l'opération. Et voilà. Et de toute façon, il n'était pas là, il était parti en vacances, c'était pendant la période de Pâques. Il m'avait dit qu'il resterait là, que si j'avais besoin d'aide, et en fait c'était totalement faux, puisqu'il est parti en congé. Et les soucis ont commencé, et je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu quand il est revenu de vacances, une semaine après. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lobby au niveau des médecins et de l'ordre des médecins? J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non, parce que voilà, j'ai fait une thrombose très grave, je me soigne toujours pour, elle est toujours là. Il y a les gens qui vous sauvent la vie, et puis vous avez une petite poignée qui vous la brise. Donc voilà. Je peux pas mettre tous les médecins dans le même sac. Ça, c'est hors de question que je fasse une chose pareille. Mais il y en a quelques-uns qui devraient être mis hors circuit. Mais voilà. Vous survivez, vous êtes courageuse pour vos enfants et petits-enfants? Ouais. J'ai envie de voir grandir mes petites filles. Elles ont 3 ans et demi et 4 ans. Et tellement compréhensives. Elles savent que je ne suis pas une grand-mère comme les autres. Je ne peux pas les prendre dans les bras. Je ne peux pas aller me promener avec elles. Aller les chercher à l'école. Et je disais toujours, quand j'étais normale, plus tard j'apprendrai à mes petits-enfants à cuisiner, à faire de la pâtisserie, puisque c'était mon métier. Et aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas le faire. Mais par contre, quelque chose que je fais, c'est d'acheter des petits ustensiles de pâtisserie et de cuisine que je mets dans une boîte pour toutes les deux plus tard. Et ça, je fais.